Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Albin. Je l'ai refait. Alors, Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Albin. Il m'a fait lire un roman. Faut qu'on en parle. Il y a plein d'amour et de mort. Et c'est pas Tristan et Iseult. c'est une bonne introduction. C'est ça. C'est une mauvaise couverture. Voilà, c'est juste les années 90. Allez, on va en parler. Oh oui. Cadeau. Alors, ça s'appelle Corps outragé de... Alors, comment ça se prononce? Koja. Kate Koja. Et toi, t'en as lu d'autres. Moi, pour le coup, c'est le seul que j'ai lu. J'ai lu justement... J'ai honte, là, ça trébuche. Traduit de l'américain par Jean Clem. C'est sorti quand? En 92, 93. 93 aux États-Unis, 94 en France. Titre original Skins, qui signifie peau et pas seulement faire de la fête. J'étais fier de toi. Bravo. Complètement. Bah, alors, je sais pas, pourquoi tu me l'as fait lire? Parce que tu parles de violence. Non, parce que je parle de violence, c'est vrai. Il est temps quand même de rétablir les vérités et les faits. Parce que je sais pas, tu parlais de style de violent, tu parlais de... Ouais. Et j'ai trouvé que c'était un livre avec un style violent. C'est l'un des styles... Mon Dieu, comment finir cette phrase? C'est l'un des styles les plus violents que j'ai croisés, en fait, dans la littérature contemporaine, pour moi, à mes yeux. Même dans la traduction française. Ah ouais. Et ouais. Ah ouais. Genre plus violent que Volodine. Non mais Volodine, c'est de la performance artistique. Ah, ok, mais c'est autre chose. oui, ça reste quand même plus violent par une syntaxe particulière, par une ambiance particulière, par des personnages particuliers, enfin... Tu me parles des personnages. Non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le bouquin? Parce que, bon, la couverture n'est pas contractuelle. Elle est Non. moche. Non, c'est vraiment moche. Elle est moche. Enfin, c'est du bouquin d'horreur j'ai lu des années 90, 80-90, ce qui correspond pas exactement au contenu. Donc c'est plus donc il y a alors c'est deux artistes, une sculpteuse sur métal, Des sculptrices, non? sculptoresse, Non, sculpteuse, t'as raison, Je sais puisqu'il y pas. a le verbe sculpter. n'est-ce pas? Écriture inclusive. Féminisation des noms de métiers, nous sommes dans l'actualité. Je t'écoute. Donc ils sculptent le métal, là, c'est dur. Oui, et donc avec une danseuse, le tout dans une Donc Tess, qui est la sculpteuse. Bien. Sculptrice, j'aime bien quand même. Ce soir on dira sculptrice. Et Bibi, qui est la danseuse. La danseuse. Danseuse. Non, ça marche pas. Non. Donc voilà. Le tout dans un climat états-unien, réganien, Ouais. avec une extrême pauvreté. Ça reste quand même... oui, c'est des prolétaires, voire des sous-prolétaires quand même. Ah, moi je dis des zonards. Moi je dis lumpen, mais ça c'est parce que j'ai une formation... Mais un peu trop zonard, classique. après avec le côté... Alors zonard, dans le sens familier de zonard, vient de la zone qui est justement qui désignait l'ensemble des terrains vagues parisiens en 19e. J'ai appris un truc. T'as Merci. vu? Donc c'est à peu près équivalent à lumpen. Donc... Mais c'est plus français, tu comprends. C'est parisien, c'est très parisien. Voilà, bah moi je reste très, très prussien, hein. Donc on va dire lumpenprolétariat. Ouais. Et donc oui, ça reste très, très lumpenprolétariat, ou zonard, comme tu veux. Et donc, tu veux vraiment résumer le livre? Bah, je peux le faire. si tu veux. Oui, enfin, en plus tu l'as lu il y a moins longtemps que moi. Hein. Alors, en fait, il y a je dirais qu'il y a plusieurs temps dans le roman. Ça commence un livre à écrire à la troisième personne. Mhm. C'est important de le dire, mais qui va quand même suivre prioritairement l'une des deux, qui est Tess, et on parlera la sculptrice. Peut-être que c'est marqué d'ailleurs si on dit sculptrice ou sculpteuse. Non, c'est pas marqué. Tu as un quatrième. Non, c'est jamais marqué. On aurait dû vérifier ça. L'impréparation, c'est terrible. Alors, on commence vraiment par une vision sur elle, et c'est d'ailleurs le début m'a bien plu. Je le lirai peut-être. On va voir comment tout cela se déroule.
où tout cela nous mène. Et elle est en train de sculpter, c'est la grosse dèche, elle a plus à manger, elle va prendre une douche mais elle économise le savon, elle est à l'extrême fin de son savon, et elle va exposer, elle n'a pas envie d'y aller, elle n'y a pas sa place. Elle se dit même qu'elle expose parce que les galeries sont dues avoir une subvention parce qu'elle est une femme, c'est-à-dire pour une raison pas très valorisante, hein, puisque c'est jamais très valorisant d'être une femme. Et l'exposition se passe pas très bien, mais elle reçoit la visite le lendemain d'une connaissance qui s'appelle Crane. Qui vient la voir parce qu'il veut plus ou moins l'embaucher. Hein. Mm-hmm. Pour bosser à sa place. C'est grosso modo ça, même si je raccourcis. Et il est accompagné d'une jeune femme qu'elle remarque, mais qui n'est pas très présente, mais qui va revenir. Et cette jeune femme, c'est Bibi. Alors, Bibi, la danseuse. Alors, donc, Tess va montrer toutes les sculptures qu'elle a déjà faites et qui sont donc dans son logement atelier. Et ensuite, Bibi va lui montrer une performance dansée qui est assez violente, puisqu'elle consiste quand même à tabasser un type en groupe, grosso modo, mais en rythme. Et en musique. Et en musique, voilà. Donc, c'est vraiment une danse, mais de la danse qui fait mal et qui chamboule pas mal quand même. Ce qui pourrait se rapprocher de certaines performances des années 80 qui ont vraiment existé, celles de Ron Atlet et compagnie. Aussi certaines choses qu'on trouvait chez les actionnistes viennois dans les années 50, 60, Automule, c'est Automule, oui. C'est extraordinaire, c'est ce que ça veut dire, Mule. Non. Tu l'écris comment? M-U-H-L. Ah non, moi je l'écris avec 2 L. Non, pourquoi ça pourrait dire quoi? Déchet. On va l'appeler déchet. Ça va encore mieux. Donc oui, avec les actionnistes viennois, je sais que dans les remerciements, elle remercie, ça tombe bien, une revue, 2 numéros d'une revue. C'est quelqu'un de très surprenant, hein, dans le remerciement. C'est incroyable. Elle remercie donc une revue consacrée à la culture industrielle des années 80-90 et aussi une revue consacrée aux primitifs modernes qui étaient donc les actionnistes, les performeurs de ces années-là qui revenaient à une certaine forme de... Les gens qui n'aiment pas ça diraient d'auto-mutilation, les gens qui aimeraient ça diraient une espèce de spiritualité étrange à base de lame de rasoir, on va dire ça comme ça. Le tout sur scène, avec des suspensions. Alors au début, parce que tu vas vite, au début elles s'observent mutuellement, comme ça elles voient ce que fait l'autre, sinon c'est bizarre. Et Bibi propose à Tess de la rejoindre et qu'elle monte des spectacles ensemble. S'ensuit une série de spectacles de plus en plus grandioses mais de plus en plus violents. Mm-hmm. Et qui ont de plus en plus de succès. Au début, ils sont gratuits, j'avais pas compris. Mais donc, qui deviennent payants et qui rapportent même pas mal d'argent, si je comprends bien. Avec de plus en plus de revues d'art qui parlent d'elle. Voilà, donc de succès d'estime, mais aussi de succès, je vais dire scandale, mais on dirait de la presse magazine. Là. Mais enfin... Ça reste ça. On y va aussi donc pour la performance, et parce que la performance va être... les performances vont être extrêmes, elles sont collectives et elles vont mettre en regard danse et sculpture. Mm-hmm. Et après, je pense qu'on va y revenir dans le détail sur ces aspects-là. Là, on a un crescendo, en fait. Et ça, c'est vraiment la partie que je trouve la plus intéressante dans le roman. Et on va avoir une première chute qui va être littérale, puisqu'on a la mort d'un personnage qui est assez fantoche. Voilà, qui est un personnage assez secondaire. Voilà, il tombe amoureux, mais on peut l'exploser, hein. C'est pas grave. Tu le dirais pour ça? Moi, je pense que parce qu'il s'appelle Paul, par rapport à Jésus, il est bien en dessous. Tu crois? Ouais, il y a un truc comme ça. Je pense vraiment qu'il y a une symbolique des prénoms. On peut en discuter. Et mais ça, c'est peut-être le ronanisme qui remonte, hein, tu vois, comme ça. C'est dégoûtant. ça remonte, comme de l'acide. C'est bizarre. Les spectacles s'arrêtent et elle se fâche. D'abord, elle n'arrive même plus à se parler, puis elle se fâche. Tess se sent coupable. Elle ne veut plus se produire ni même exposer, mais elle poursuit son travail. Alors, elle a des jobs alimentaires où elle est soudeuse. Soudoresse. ça va devenir limite.
et où elle sculpte le reste du temps, donc avec cette idée comme ça d'un absolu de l'art, d'un artistique absolu qu'on ne peut pas le montrer. Et comme en fait c'est vraiment Tess qui focalise les regards, la perspective narratoriale, on a des échos mais assez lointains, c'est-à-dire qu'en Tess on a de Bibi qui va plus loin dans les performances, donc plutôt en solo, voire en solo, et qui finit par remonter des spectacles. Avec une nouvelle troupe, dont Crane du départ. Voilà. Et après, quand même, plusieurs... Alors, si on va en parler, on va aussi parler de la fin. Donc, les spoilers, vous revenez. De toute façon, ils ne le retrouveront jamais. Hein. Tu délires, je l'ai payé 80 centimes sur Amazon. Ils en avaient tant que je voulais. Wow. Désolé, hein. C'est les frais de port le plus cher. Hein. C'est les fameux FDP. Ouais. Ça fait toujours rire. Moi aussi. Alors, j'avais vu une blague sur Twitter sur FDP, mais je vais m'arrêter. Non, putain. Elle, donc, se retrouvent sans vraiment se retrouver. Ils ont une relation sentimentale ensemble. Oh, mais elle avait avant. Ah non, alors à ce moment-là je crois. Oui, long au milieu du livre. Alors, oui, elles se retrouvent, elles ont une relation sentimentale et dont l'érotisme est fortement présent dans le roman. Érotisme plutôt violent, là aussi, quand même. Progressivement de plus en plus violent. Justement, entre les femmes, non. Pas à ce moment-là. C'est plus entre femmes et hommes que il y a des moments. Ouais. C'est moins violent, mais il y a des moments. Il y a quand même des moments, mais parce que je pense que ça se passe différemment. Mais c'est pas la partie qui m'a le plus intéressée. Pour des yeux, c'est rien. Et ça capote, si je puis dire. Pourquoi d'ailleurs? Parce que Bibi devient de plus en plus folle, tout simplement. Parce que ça descend de plus en plus. Et voilà, et parce que elle veut faire des spectacles de plus en plus extrêmes et que Tess l'interrompt. Et donc Bibi repart. Tess s'enferme à nouveau dans le travail. Elle commence à avoir des étudiants, donc, ou des élèves, mais ils disent étudiants dans le bouquin, mais je dirais plutôt des élèves. Des disciples. Voilà. Ça marche aussi. Qui sont quand même envieux des nouveaux spectacles, donc là, collectifs, que recommence à produire Bibi. Tess finit par y aller, elles finissent par se revoir, et je te laisse finir. Non, vas-y. Ah, mais là, je suis en train, en fait. Mais la fin, en fait, alors, bon, il y a un autre personnage qui est Michael, qui joue le rôle d'agent double entre les deux. Et c'est au moment où Tess va assister au spectacle de Bibi, donc spectacle qui monte toujours plus en violence, en effet, en mise en scène, que le spectacle se passe très mal. Il y a un meurtre. Il y a un meurtre sur scène. Pas de spoil. Ah ben voilà, j'ai raconté la fin. Voilà. Ah, j'ai pas raconté la toute fin, la dernière page. Voilà. Mais de toute façon, on la racontera aussi. Donc, je t'en prie. Donc, il y a un meurtre sur scène, ça se finit mal. Il y a une espèce de... C'est ce que je disais à propos des performances des années 80. Il y a une espèce de spiritualité matriarcalisante... une espèce de mythe matriarcal vu par les hommes. C'est toujours le même problème. Hein. Enfin, Kali, Lilith, c'est des femmes dévorantes, mais ça reste quand même un fantasme masculin. Tu veux dire vagin denté, tout ça? Oui, oui. Donc c'est la femme toute puissante, avec des hommes qui se mettent à ses genoux, une espèce de mère castratrice. Donc elle l'en tue un, il y en a un autre qui se fait blesser, si mes souvenirs sont bons. Michael, au passage, se fait tuer parce qu'il essaye... Donc l'agent double. L'agent double, parce qu'il essaye de retenir Tess, qui veut, elle, retenir Bibi. Et donc ça se termine très mal, il y a des policiers à la fin. Dans cette affaire. Il y a des policiers à la fin, et donc là je raconte vraiment la dernière page. Bibi est internée en hôpital psychiatrique. C'était quelqu'un de percé et de scarifié dans tous les sens, et il y a un passage où on décrit l'institution qui lui a retiré tous les piercings. Donc elle n'est plus qu'une coquille vide, qui ne parle plus et qui est complètement détruite. De toute façon, elle voulait se détruire elle-même, mais là, pour le coup, elle a été détruite par l'institution. Donc c'est un livre qui se termine bien.
Alors pourquoi tu m'as conseillé ce livre, Albert? Parce que j'aime les histoires qui se terminent bien. Et puis, Voilà. Pourquoi j'ai conseillé ce livre? Mais c'est... Pour le style, pour le style... Ou qu'est-ce que toi t'a intéressé peut-être plus? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce livre? Alors c'est écrit par une femme. Déjà, c'est déjà pas mal. Ça prouve qu'elles sont pas si incapables que ça. Surtout dans le milieu de l'horreur, qui est quand même... Enfin, dans le milieu du... Enfin, ça aussi, on y reviendra, mais c'est quand même l'une des rares femmes que je connaisse qui écrivent dans ce genre de milieu. C'est un milieu très masculin, quand même. Parce que là, on est quand même sur un sous-genre ou sur une mouvance assez précise. Assez précise, donc, allez, on va faire de l'histoire. Alors, le splatterpunk est un courant des années 80 où, en gros, c'est des punks intellectuels, tout simplement, qui écrivent... ouais, c'est dur à imaginer, mais ça existe que dans les années 80. Qui... C'est toi qui le dis, hein, moi je dis rien. Moi j'aime bien le tester, il n'y a pas de problème. Donc, oui, c'est un genre où en gros, qui se revendique plus ou moins du fantastique et de l'horreur. Le plus connu, c'est Clive Barker, celui qui a écrit Hellraiser. Et en général, tout le côté fantastique, gentil a été oublié et ça tient plus de l'analyse sociale. Les monstres peuvent très bien être humains. Là, pour le coup, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de fantômes, il n'y a rien. C'est que des monstres terriblement humains. On n'est pas en fantastique. Au niveau de là, ici, c'est marqué épouvante. Ah, ça sera une image comme ça. Donc Ketkoja fait partie de ce mouvement donc de splatterpunk où il y a une critique sociale là aussi. Enfin, comme on disait, ce sont des zonards lumpenprolétariat. Il y a aussi une vision d'un patriarcat qui détruit les femmes, puisque tu as parlé de... Enfin, tous les hommes, de toute façon, dans ce livre, sont pas forcément très sympathiques. Il n'y a que Paul qui est plutôt sympathique, et il est fantomatique, pour le coup. Voire nul. Toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes. C'est pas de moi. Donc oui, il y a une vision de l'art, il y a une vision... donc on est dans un contexte artistique des années 80, et il y a la critique sociale, donc c'est sous Reagan, enfin c'est l'époque Reagan-Thatcher. J'ai compris que c'était sous Reagan, pour moi c'était dans un genre futur proche, où j'imaginais un Dust Bowl... non, en fait, c'est... Toi, t'étais dedans. Ah ouais, je t'imaginais, mais tu vois, genre, j'avais pas du tout vu d'ancrage d'époque. Je sais pas, il n'y a pas de télé, tu vois. Donc, quand il n'y a pas de télé, c'est pas sous Reagan. Non, c'est ce que je veux dire. Mais, je sais pas, j'avais pas vraiment de marqueur, et en même temps, je m'étais demandé, ah, mais c'est qu'à l'époque, et ça me plaisait vachement de pas savoir. Et ben maintenant, je suis désolé. Ouais. Heureusement que tu me dis ça quand j'ai fini le livre. Hein. Et je trouve ça hyper intéressant de pas savoir. Et en fait, c'est quand même intéressant de voir qu'on n'est pas du tout non plus dans une littérature où qui va, bon mais c'est un peu plus tardif, hein, mais multiplier les noms de marques, les marqueurs d'époque de façon hyper... C'est pas forcément si tardif, puisque ça a été écrit en même temps que Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis, c'est les années 80. Mais tu vois, c'est vachement plus intéressant. Et je trouvais vraiment intéressant de désancrer comme ça de l'époque. C'est pas un milieu... Enfin... Parce qu'en soi, c'est pas un milieu qui, temporellement, se rattache à tel ou tel... Enfin, bon, il faut pouvoir souder, il faut qu'il y ait l'électricité, quoi. Oui. Voilà. Mais, et puis il y a le chômage. Il y a énormément de chômage, on en parle... Enfin, il y a beaucoup de chômage. Il y a beaucoup de chômage, ça rappelle vraiment les années pas rigolotes, quoi. Mais ça pourrait être des années pas rigolotes dans 15 ans, enfin... Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mmh. Et il y a très peu de descriptions techniques. Alors qu'il y a pas mal de descriptions dans le bouquin. Ouais. Mais oui, il y a pas, enfin, ça m'avait pas choqué, même, hein, tu le dis, oui. Ben, c'est des trucs comme ça qui m'ont plu, hein, donc des espèces de points de détail de ce genre-là. Alors, j'ai dit j'adorais la première partie. Adorer, c'est peut-être beaucoup, mais j'ai vraiment bien aimé la première partie. Notamment pour une raison qui est... peut-être un peu étrange, c'est qu'en fait j'avais du mal à savoir de qui c'était l'histoire jusqu'à la mort de Paul, parce que c'est l'histoire de Tess qui rencontre une troupe et
dans cette troupe, surtout Bibi, mais qui rencontre une troupe et je lui voyais, alors je pensais que ça allait durer, mais je lui voyais à ce moment-là un roman collectif. Et c'est intéressant puisque ce sont des spectacles collectifs. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Alors évidemment, après, on va avoir... En fait, j'avais vraiment eu l'impression qu'il n'y avait pas d'intrigue avec des événements, des choses comme ça, sur toute cette partie-là du roman. Et bon, la mort du personnage de Paul pendant le spectacle ramène à une intrigue, ce qui m'a moins plu, et notamment par le fait de la construction donc, des personnages de Tess et de Bibi. C'est un truc que je m'étais dit il y a quelques temps sur le grand molle, tu vois, c'est un genre de cliché grand molle. Pourquoi c'est pas le personnage intéressant que la première personne? Parce qu'il aurait l'air moins intéressant que vu par quelqu'un d'autre, tu vois. Et en fait, une fois que tu t'es dit ça, tu le vois. Donc, alors c'est pas mal non plus, parce qu'on est dans une troisième personne qui fait du personnage de Tess, qui est le personnage principal. Elle reste un personnage quand même assez souvent opaque. On n'a pas tellement de descriptions de pensée. On a des descriptions de sentiments, de sensations, très peu de pensées. On va avoir des actions. Ouais, et c'est aussi quelqu'un, enfin, en gros, à chaque fois qu'elle ne va pas, elle fuit dans l'art. Et à chaque fin de chapitre qui se termine mal, puisque de toute façon tous les chapitres se terminent mal, il y a toujours Tess qui va rejoindre son fer à souder, qui va rejoindre son atelier. Donc finalement... Avec une dichotomie entre le sang pour Bibi, le feu pour Tess. Le fer, même, le métal. Si mes souvenirs sont bons. C'est souvent dit les brûlures, on parle souvent des brûlures que fait le métal pour la brûlure du métal. Et ce qui était assez intéressant parce que j'étais très contente de m'en rappeler. La brûlure et le sang vont être finalement aussi mouvants l'un que l'autre, mais aussi laisser des traces, des cicatrices. Et la brûlure va corroder à l'intérieur en laissant des trous, alors que finalement le sang, même s'il s'agit de scarification, de scalpel, etc. pour Bibi, il y a quand même cette idée de quelque chose qui sort. Donc il y a une purification. Il y a une purification, mais il y en a une qui est introvertie, l'autre qui est extravertie. Ouais. Tu vois. Et ça se voit par la façon... Alors c'est sûr que faire de la sculpture et les animer, ça c'est un autre aspect sur lequel on va arriver. Plus ou moins dans le noir et être la personne donc suspendue en l'air et qui se fait découper devant tout le monde. Elle découpe aussi. Hein. Et qui découpe aussi, en plus. Mais je retiens moins ça, tu vois, c'est étonnant. Comme quoi les clichés. Mais il y a un moment, il y a une espèce de... À la fin, je le vois très bien, mais elle le fait bien avant. Ouais. Elle le fait bien avant, et en plus, qu'on lui apprend comment le faire, elle dit qu'elle veut pas porter de gants pour tenir la chair dans ses mains, quoi. Donc pour être en contact avec la chair. Ouais. Et puis, elle, ne pouvant plus se détruire, elle veut détruire d'autres gens. Voilà. Elle veut toujours détruire finalement... Enfin, elle est quand même prise dans un contexte de volonté de pureté, donc elle veut une espèce de corps pur, elle veut un esprit pur, elle veut une communauté de gens purs, donc elle veut finalement exclure toujours, voire tuer l'intrus. Et l'intrus, ça peut être finalement son propre corps, je crois, et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est un échec, mais finalement on n'est pas bien loin d'une certaine structure du masochisme, hein. C'est vraiment se détruire son propre corps pour essayer de renaître, ou en tout cas de libérer son esprit. Et là aussi c'est une forme de mystique, hein. Enfin il y a du mysticisme dans ces eaux-là. Les textes apocryphes qu'il y a au-dessus, on trouve certaines formes de gnostiques qui sont dans ces eaux-là, hein. Une destruction du corps pour une libération de l'esprit. L'esprit est bon, le corps est mauvais. Mais c'est pas très rigolo. mais ça. Oui, mais en même temps, c'est une danseuse. Eh oui. Tu vois, et parce que finalement, cette idée du corps mauvais et du corps, bon, dans ce cas-là, qui pourrait être oublié, c'est beaucoup plus du côté de Tess, alors que Bibi, elle est dans le corps en souffrance. Elle est dans la passion. Oui, mais... Dans le sens christique. Carrément. Mais oui, mais c'est une... ça reste quand même une danse... ça reste une danse destructrice, ça reste une danse violente. C'est quand je disais tout à l'heure certains mythes pseudo-matriarcaux, ça... Garo-matriarcat. Toujours. Mais ça a fait penser à certaines formes de danse, excuse-moi, mais à chaque fois, moi j'y pense à Kali, et Kali danse sur des cadavres aussi. Enfin, il y a toujours... il y a un ordre de la violence artistisée. Non, enfin, il y a une...
esthétisé en tout cas par la danse, mais ça reste une attaque, ça reste une agression, quoi, même si elle est danseuse. Je sais plus le début, mais en tout cas la fin est ça. Donc un corps en souffrance et qui fait souffrir. Je pense que c'est ça. Mais alors pourquoi dans ce cas-là il y a de l'art, ça pourrait être un roman SM, tu vois? Pourquoi l'art, Albin? Dis-moi, pourquoi l'art? Ça, c'est pourquoi le mal, hein. C'est le même registre de questions. J'avais pas répondu la première fois, je répondrai pas la deuxième fois. Pourquoi l'art? Je sais pas. Et toi, pourquoi l'art? Pourquoi l'art dans ce roman? Pourquoi dans ce roman? Parce que l'art peut être connecté avec déjà certaines pulsions sexuelles d'après certains psychanalystes. Ce qui fonctionne assez bien dans le roman. Ce qui peut très très bien fonctionner, puisque Tess plus s'enferme, plus elle s'enferme sur elle, plus elle réduit sa forme d'art. Enfin, ça peut très très bien fonctionner. Parce qu'elle fait d'avoir des sculptures monumentales et à la fin elle fait des boîtes. De plus en plus petites. Où elle s'enferme. Des boîtes. Mais très jolies boîtes. Pourquoi là? Parce que quitte à être enfermé, autant que ce soit mignon. Je dirais pas mignon, quoi. C'est pas vraiment le mot qui me viendrait à l'esprit. Non, mais t'es vachement fermé comme garçon. Il y a du mignon dans une boîte. Voilà. Mais pourquoi là? Mais parce que c'est aussi, enfin, ça parle aussi de la contre-culture. Bon, peut-être pas des années 80, puisqu'apparemment tu veux pas contextualiser. Mais moi je connais mal les années 80, je suis né en 87. Mais tu pourrais, je sais pas, tu pourrais connaître le New York de 87. Je sais pas, moi je travaille sur Ernest Renan, enfin 1823-1892. Je connais bien les années 1880. Voilà, qu'est-ce que je te dise? Ouais, c'est pas mon truc. Non, mais ça parle de contre-culture, parce qu'il ne faut pas oublier que... Je connais un peu Klaus Nomi. C'est chouette Klaus Nomi. Moi j'aime bien. Ah, moi j'aime bien aussi. Ça parle de la contre-culture, c'est le splatterpunk. Ça parle pas de Klaus Nomi. Ça pourrait. On en reparlera. On en parlera. Donc, par l'origine du courant, splatterpunk, enfin, c'est quand même... c'est un mouvement qui appartient à la contre-culture. Et dans ces années-là, la contre-culture est aussi artistique, elle est dense, elle est performance. Et... enfin, en tout cas, elle est plus dense à ma connaissance que le fait sculpture. Que ce soit une recherche d'absolu, c'est-à-dire, est-ce que tu vois ça comme... Ça va permettre, donc, de mettre dans une époque où... Enfin, je sais pas qu'il y ait une volonté de contextualiser, mais qu'elle voit et que l'idée vient... C'est comme ça qu'on écrit en fait, le plus souvent. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois comme le fait de voir chacune leur art, ça pourrait être un genre de métaphore ou d'emblème. Je déteste le faire comme ça, mais ça peut être intéressant en le creusant, de leur relation, de leur rapport à la vie ou à des choses comme ça. Est-ce que on serait du côté de la sexualité? Et moi je pense qu'il y a vraiment un intérêt de l'art pour l'art dans ce roman, tu vois. Et qu'il y a toutes ces raisons. Là, pour l'art, moi, dans ce roman, à la limite, viendrait plutôt de Tess. Mais qu'est-ce que... Enfin, tous les personnages se moquent d'elle quand elle raconte ces histoires d'art pour l'art. Moi, je peux développer si tu veux, mais moi, j'ai bien aimé Tess. Mais elle est très gentille, Tess. Elle est un peu névrosée, mais elle est très gentille. Je l'ai bien aimée. Non, parce que En fait, non, alors... C'est pas la place de l'art qui m'intéresse en soi, mais plutôt la façon dont l'art est décrit. L'ekphrasis. Moi, je suis très sensible aux ekphrasis. Donc, Et en fait, il y a vraiment un truc qui m'a marqué en y pensant, c'est que... Alors, on sait un peu à quoi ressemble Bibi, pas tellement Tess. On sait qu'elle a les cheveux longs, et on sait que Bibi a les cheveux courts. Ouais. C'est déjà pas mal. Voilà. On sait qu'elle est marquée, enfin, elle est brûlée de partout. Et que Bibi est tailladée. Mais est-ce que toi, t'arrives à visualiser ces sculptures? Ou les spectacles? Des espèces d'amas de métaux. Ouais, Et en fait, il y a vraiment un truc sur l'irreprésentable, et en même temps, le besoin de se projeter dans cet irreprésentable, et dans la sensation de la fabrication de cet irreprésentable, que va être la brûlure, que va être... la coupure, le sang qui s'écoule, donc le mouvement voilà. Aussi pour la danse, il y a énormément et le mouvement, de rapidité, ça, de fluidité. En fait. D'accord. Mais je l'avais oublié, mais merci de me rappeler. mais il y a déjà un truc qui va se traduire. Tu disais un langage violent pour ce roman. Je suis pas tellement d'accord. Désolée. Mais c'est pas grave, je t'en veux, c'est tout. Je fais avec.
mais parce que j'étais hyper sensible aux effets, je t'en avais envoyé quelques... un exemple, en fait, pas quelques... de description synesthésique. Alors, même discrètement synesthésique. L'exemple que je t'avais envoyé, c'était... Alors, Tess voyant Bibi qui regarde Tess, voyant Bibi qui la regarde, qui, la narratrice, écrit elle avait le regard puissant comme un goût dans la bouche. C'est quand même intéressant comme expression. C'est joli. C'était pas mal. C'est mignon. Et il y en a plein des comme ça. Ça, c'est vraiment une expression hyper marquante. Et j'avais l'impression que ce qui n'est pas représentable, parce que c'est l'absolu artistique, et tu peux pas le représenter, tu seras forcément déçu si tu vois ce qui se passe réellement. Là, on est sur quelque chose de contraint, et qui fait que ça serait pas intéressant de l'adapter, puisque justement, c'est le fait que ce soit absolu qui est intéressant. Dommage pour les droits. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et cet absolu va arriver d'autant plus que le travail va se faire collectif, et on arrive au fameux deuxième temps du mouvement, que la danse se fait sculpture, que le corps se fait sculpture, et que la sculpture se fait mouvement, puisque ce sont des choses animées, et le tout fait spectacle. Oh. Qu'en penses-tu ? Je suis sidéré. C'est beau ce que tu viens de dire. Quoi rajouter ? Je me suis un peu prise pour une Raphaël Antoinette ou quelque chose comme ça, là. Finalement, c'est moins beau. Bon, bref. Oui, mais que rajouter de plus ? C'est ça qui m'a le plus incroyablement intéressant. raison. Hop là. Tout chute. Mais ça, c'était intéressant parce que finalement, tu vois, il y a des dégâts qui vont se faire sur les corps, mais en même temps, ça reste deux rapports. Enfin, tu vois, c'est comme. C'est comme un chorus, tu vois, parce qu'elles vont avoir chacune une trajectoire, les trajectoires se rencontrent, se séparent, et elles-mêmes font rythme. Et de la même manière, ces deux trajectoires vont montrer deux corps produisant de l'art, et avec plein de corps masculins impuissants n'arrivant pas à produire autour. C'est quand même très drôle. C'est aussi un peu pour ça que je te l'ai conseillé. Bon, bref. Tu veux dire pour la puissance masculine ces deux corps dont l'un va être marqué par l'effort vers l'art, mais finalement accidentellement, elle ne cherche pas à se brûler. Tandis que l'autre fait de l'accident un but. Oui. Une purification et une destruction d'autrui et de soi-même. Oui, mais ça, finalement... Finalement, c'est ce que tu disais dès le début. Tess est introvertie et s'enferme dans son art, et elle appelle ça l'art pour l'art. Mais ça il reste... ne formulait pas, mais il y a vraiment cette idée-là. lui dit ça au bout d'un moment. Tes conneries d'art pour l'art, quelque chose comme ça. Ok. Mais vois, moi, c'est tellement Disneyland que ça ne m'a pas choqué. Moi, j'ai repéré. Donc oui, Tess s'enferme dans son art jusqu'à finalement, il y a un système de condensation, de concentration. Elle devient de plus en plus restreinte et elle ne sort plus. Voilà. Et là, c'est très proche d'un rebours. Pourquoi pas? Oui. Sauf qu'à rebours, il essaie de faire de l'art, mais justement, il n'y arrive pas. Ah, il est complètement improductif, il est complètement stérile, il décore. Oui, mais mais bon, c'était en passant. Non, mais tu as raison. Et alors que finalement, elle s'enferme, mais ce qui est assez rigolo avec Bibi, qui est finalement l'autre, presque son contraire, c'est que toute la violence, finalement, qu'essaye de concentrer et qu'essaye de garder pour soi Tess, Bibi, en fait, l'exploite pour son art. Et finalement, il n'y a pas... quand je dis qu'elles sont contraires, il y a... elles sont très complémentaires. Elles sont complémentaires, mais c'est juste pour ça qu'elles peuvent se rencontrer alors que les autres ne font pas ça. Mais finalement, Tess, Bibi est d'une certaine manière Tess qui aurait réussi, j'ai l'impression qu'il arriverait à relâcher tout ce que la société lui a foutu dans la gueule, ni plus ni moins. Mais alors, qu'est-ce que tu fais de la fin ? Et finalement, ça veut bien dire que dans ce milieu, personne ne peut réussir. Voilà. Mais c'est ça qui est particulier. La fin... Parce que c'est un personnage, tu dis Tess se rétrécit de plus en plus, mais Bibi, elle est de plus en plus maigre, elle est de plus en plus malade. Elle se détruit aussi, mais, elle se consume, alors que... Elle se consume, mais... je veux dire, la restriction d'espace de Tess, finalement, Bibi, c'est son corps qui se restreint. Bah oui, mais en plus, sauf elle se fait opérer pour se faire enlever des côtes, c'est pas... Sauf que Tess... Exactement dit, mais c'est à peu près ça. Tess s'empêche de se consumer.
c'est ce que lui font remarquer pas mal de ses personnages, enfin des personnages du livre. Il faut que tu oublies la morale, il faut que tu oublies le bien et le mal. Enfin, il y a toute une espèce de jargon nietzschéen dont d'ailleurs Tess se moque, hein, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'elle dit que c'est enfin, c'est quelque chose pour lycéens, adolescents lycéens. Mais il y a quand même... Je suis tellement d'accord avec elle. Sur Nietzsche? Faut pas lire, si ça se trouve, il y a des gens qui aiment Nietzsche. Mais oui, mais je l'aime aussi, mais comme un péché de jeunesse, quoi. On comprend, Monsieur Rand et Nietzsche. Enfin bon, bref, on parlera de ça plus tard. On en fera sur Nietzsche. Sur... Et j'ai conseillé Zarathustra à mes étudiants il n'y a pas longtemps. Ils ont de la chance. Donc oui, et donc dans mes thèses, justement par cette espèce de morale parce que là, pour le coup, la morale est un peu auto-mutilante. Est-ce que ça se dit? Automutilée ou automutilante. Oui, on le garde. On la garde. Automutilatrice. Automutilatrice. Automutilateuse. Automutilateuse. Tu sais, ça me rappelle The Mask quand tu fais la sulfateuse. On regarde la référence. C'est mon passage préféré de The Mask. Moi j'aimais bien, mais on n'est pas là pour ça. Non. Mais toute cette finalement toute cette chaleur, tout ce feu qui est en elle est gardé en elle. Alors que Bibi justement l'exploite et finalement le lâche complètement. Mais on est quand même dans une consommation. Enfin, elles se brûlent toutes les deux finalement. Mais alors, qu'est-ce que tu fais des scènes de sexe? Bon, allez, Albin, mais que fais-tu du sexe? C'est quoi le sexe? Qu'est-ce que je fais du sexe? Pourquoi la violence? Parce que justement, alors tu me faisais remarquer à raison que moi je trouve qu'elles sont quand même toutes empreintes par une violence soit exprimée, soit contenue, mais c'est vrai que les scènes de femmes ne sont pas... Je trouve que les scènes de femmes sont... Donc c'est faites l'amour, pas la guerre, faites l'amour, pas l'art... Non, mais ce qui est assez amusant, c'est que les scènes de elles femmes... sont belles, belles. Elles sont assez... Et alors... pour le coup, de belles scènes de sexe en littérature, c'est assez rare. Et là, je trouve que c'est très réussi. Bah... Est-ce que je... Non, mais j'en garde un bon souvenir. J'essaye de chercher dans ce que je connais, mais tu as raison. Là, en tête, les scènes de sexe, j'en ai une de Volodine à la fin de Lisbonne Dernière Marche, mais elle se suicide. Enfin, c'est très beau. Bon. Et puis en plus, si j'échange d'identité, enfin, c'est très joli. Ça doit pas être facile à suivre quand même. Volodine comme scène. Il y a tous les personnages de fiction qui deviennent réels, deux personnages qui commencent à avoir plusieurs noms. On passera ça. Oh, ça va être drôle. Mais c'est ce que je te disais, je trouve que les scènes hétérosexuelles sont nettement plus violentes. Et Tess manie les hommes finalement comme elle manie, enfin Michael, je crois, comme elle manie ses sculptures. Elle veut vraiment les modeler, les former et peut-être aussi les détruire au fond, hein, mais elle veut détruire les hommes. Alors que Bibi, on n'en parle même pas de ses relations. Enfin si, elle s'engueule tout le temps avec, avec ses amants, je crois, avec Paul en tout cas, oui. Mais alors que... Et donc Tess veut aussi modeler ses amants à son image. Enfin en tout cas veut modeler ses amants en forme d'art et donc d'art à son image. D'avoir des disciples. Et ça elle le fait par la sexualité. Mais ça on le retrouve que dans une sexualité hétérosexuelle. On le retrouve pas dans la sexualité homosexuelle entre Bibi et donc Tess. Mais... Pourquoi? Enfin, pour moi, parce qu'elle n'a pas besoin de le faire, parce que dès le début, je crois, lors de leur première rencontre, Tess se rend compte qu'elle partage quelque chose qui va plus loin qu'une identité. Je crois qu'elle parle de parfum, elle parle de... Enfin, Elles se reconnaissent. Elles se reconnaissent, il y a vraiment... Mais elles se reconnaissent. Il n'y a pas d'altérité, j'ai pas l'impression qu'il y a une altérité. En fait, c'est vraiment deux personnes... Alors là, on va retomber sur toute la psychanalyse, de l'homosexualité, c'est l'amour de soi. Oh non, mais ça, j'en ai rien à foutre. Moi, je te parle du bouquin, je te parle pas de Lacan. Parce que bon, j'y crois moyennement à l'absence d'altérité dans l'homosexualité. Et je crois qu'on peut très bien ne pas avoir d'altérité dans des relations hétérosexuelles, mais c'était histoire de papoter. C'était histoire de papoter. Mais cela dit, on parle du bouquin et non pas de théorie sur l'homosexualité. On n'oserait pas et de toute façon, on s'en foutrait. Mais bon. Mais là, dans ce livre... Peut-être pas dans la psychanalyse, mais dans ce livre, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du même.
Alors que quand, enfin, entre Bibi et Tess. Alors que justement, enfin, quand il y a Tess avec ses amants, Tess veut rendre ses amants à son image, par la sexualité. Ce qui fait que là, pour le coup, on est vraiment dans un truc d'altérité, mais qui essaye d'être gommé par la sexualité. Je réfléchis, je dis pas non. J'y avais pas pensé. Ok. C'est bon, on la garde aussi ? Ouais. Allez, c'est bon. Donc, voilà. Voilà pourquoi le sexe. Et en plus, avec les effets de synesthésie mentionnés qui font que c'est plus joli, Mhm. et qu'on a à d'autres moments, et que ça peut... Enfin, quand je dis joli, c'est pas ridicule, quoi, comme scène, vraiment. Et on sent un prolongement de ces scènes aux scènes plus ekphrasistiques. Mhm. Je suis assez à le placer. Et ça, mais je trouve que cet aspect-là, il est intéressant aussi sur la vie elle-même comme œuvre d'art. Ouais. Et l'amour comme œuvre d'art. Mais bon, il n'y a pas. Enfin, la vie comme œuvre d'art, il n'y a pas d'amour facile. Et la vie, enfin, je me rappelle de certains des personnages qui vivent quasiment dans des décharges. Hein, enfin, dans une espèce de bidonville avec des déchets toxiques qui coulent à côté. Oui, mais enfin, c'est la vie comme geste. Comme geste au milieu des ruines. Et geste dans les sens du geste et de la geste. D'accord, voilà. c'est ça que je... Donc, okay. et la danse et... Et l'aventure, genre... Et la légende, et le mythe. Et on en arrive toujours à cette histoire de mythe. Je t'écoute. Bah non, on a déjà tout dit. Avec Ah oui. les espèces de... Bah, non, allez, vas-y. non, je sais pas, moi je pensais qu'il y en avait encore. Non, mais pour moi, mais je crois que c'est un rapport vraiment avec... c'est un rapport avec l'art, de toute façon. Mais avec vraiment aussi le côté primitif moderne de ces années-là. Enfin, le type qui était le plus connu de ces années-là, c'était Moustapha Fakir ou un truc comme ça, et qui est mort il y a 2-3 mois. Tu pourrais te renseigner quand même. Pardon, je suis désolée. Ça, c'était le don et le contre-don. Bien. Mais donc, c'était quelqu'un qui était connu pour ses suspensions, mais qui était aussi connu pour pratiquer certains rituels, qui plagiaient, copiaient ou refaisaient des rituels d'initiation de Sioux, je crois. Où en gros on attache les gens par la peau du dos et on les laisse une heure ou deux. Ouais, c'est ça, c'est. Moi, des fois, je reste assise sur une chaise. Ouais, vaut mieux. Mais c'est pas trop un rituel d'initiation, ça, par contre. Écoute, j'ai plein de choses sur assise sur une chaise. Probablement. Mais. Je reste assise à un bureau, des fois je mange, enfin c'est incroyable, t'as pas idée. Continue. Excuse-moi. Donc oui, mais c'est l'art, la performance de ces années-là avait vraiment une dimension soit religieuse, soit pseudo-religieuse. Et on retrouve ça aussi chez les actionnistes viennois. Enfin, il y a des espèces de parodies de dernières scènes. Il y a toujours un côté, il y a toujours un côté où on va fonder une nouvelle religion, hein, aussi chez les actionnistes viennois. Enfin, toujours, non, sauf quand ils commencent à hurler dans les universités, mais ça, il y avait une autre vidéo où je disais autre chose, bref, voilà. Mais, il y a quand même toujours dans la performance qu'on retrouve, de ce genre-là, quelque chose d'extrêmement religieux qui repose sur des structures de mythes. Tout simplement, façon de parler. On n'est pas dans... Faut que tu m'expliques en quoi ça repose sur des structures de mythes. La dernière scène peut être une structure de mythe. Parce que c'est un sacrifice et qu'on retrouverait le sacrifice du bouc. Il y a des choses de cet ordre-là. Des choses de cet ordre-là, oui. Ok. Non, mais toi, il faut expliciter. Avec aussi des rituels d'initiation, des morts pour pouvoir renaître. C'est toujours ça. Et dans la... C'est aussi ça, finalement. Ce que veut Bibi, c'est mourir, ou se faire mourir, pour pouvoir renaître. C'est ça, je crois que les avant-dernières pages, juste avant le spectacle, elle dit « J'ai enfin trouvé comment me libérer ». Et finalement, elle veut se libérer de son propre corps. Ce qui est assez rigolo, puisque elle n'est que corps. Mais, et c'est ça qui est un peu triste pour elle, d'ailleurs. Mais elle veut se libérer de la chair en utilisant sa chair. Ok. N'est-ce pas ?
D'accord, mais moi, tu sais, je suis pas du tout sensibilisée à ces questions. Tu n'es pas sensibilisé à la mystique? Tu ne lis pas les gnostiques du 3e siècle après Jésus-Christ? Pas souvent. Même quand tu es assise? Il vaut mieux être assis pour lire. Je crois. Et les prénoms alors? Bibi, Tess. Tess, tu m'as parlé de Polanski. Alors avant Polanski, c'est Thomas Hardy, mais Tess d'Uberville. Tu connais un peu le roman? Non. Un drôle de roman, hein, Tess d'Uberville. Probablement. Donc, qui a été mis en scène, enfin réalisé, adapté voilà, par Polanski. Ensuite, Tess d'Uberville, c'est une jeune fille anglaise, de la campagne anglaise, on est en plein 19e, c'est l'arrivée de l'industrialisation. Et ça se passe pas très bien dans sa famille, il y a plein de détails pour ça. Et elle décide d'aller voir son cousin d'Uberville, qu'elle vient de découvrir, et qui est noble, pour qu'il leur vienne en aide. Il s'appelle Alec. Et elle va donc voir Alec d'Uberville, avec une très jolie scène où il lui met des fraises sur son chapeau et dans son panier. Et puis... Pas encore, mais ça va arriver. Et en fait, Alec est pas du tout son cousin, mais c'est une famille de parvenus qui a récupéré le nom des d'Uberville, qui était une famille de nobles, mais qui a perdu sa noblesse et qui est maintenant une famille pauvre. Un truc. Alors, Alec commence à poursuivre de ses assiduités, comme on dit en roman, hein, Tess. Il la viole, pendant qu'elle s'évanouit. Il est maintenant, aujourd'hui, en 2019, clair qu'il s'agit d'un viol. Et je pense que c'est très clair pour Thomas Hardy que c'est un viol. Et en plus, Alec décide que, ayant possédé ces termes, Tess et celle-ci ayant été vierge jusque-là, elle sera donc sa femme. Et donc il veut... c'est un raisonnement très simple. Et que de toute façon, elle le sera à vie, puisque elle porte son empreinte. C'est ce niveau-là. Tess n'est pas franchement d'accord. Elle tombe enceinte d'un petit qui meurt, qu'elle enterre, donc avec une espèce de retrouvaille de rituel païen. C'est triste, hein, comme roman. Ça s'appelle mais c'est très beau. C'est très beau. On pleure. C'est très beau quand on pleure. Moi, j'aime beaucoup. Et elle finit par épouser un autre garçon, fils de pasteur, qui doit devenir lui-même pasteur, enfin. Et il a aussi un prénom en A, mais j'ai oublié quoi. Et ça se passe, il se marie, il commence à être heureux, et puis, je sais plus si c'est soit de la nuit noces ou très peu de temps après, mais je crois que c'est vraiment à ce moment-là, elle lui avoue qu'en fait elle n'est pas vierge, et ce qui s'est passé. Et là, il pète en plomb, il s'en va, et elle n'a plus qu'à revenir. Tu vois, c'est ça, Tess. Ça finit bien, là aussi, c'est chouette. C'est pas mal, hein? Ouais. Alors, les interprétations les plus courantes de Tess d'Uberville, c'est que c'est un roman où on voit l'Angleterre moderne prendre le dessus, littéralement, donc, sur l'Angleterre primitive, païenne, et puis il y a vraiment des moments qui vont très clairement du côté du paganisme anglais, de la lande, enfin, des choses comme ça. C'est aussi pour ça que c'est très beau. Et en fait, Tess est un genre de chamanesque, même si c'est pas du tout adapté comme terme, qui s'ignore mais qui le trouve progressivement. Chaman, c'est assez dangereux, hein, comme terme, vu ce que tu viens de me raconter, parce que le chaman, c'est quelqu'un qui meurt pour pouvoir renaître aussi. Tu vois, vu la mort, ça va pas. Ça va pas. Mais tu peux dire qu'elle meurt plusieurs fois, et t'as des scènes que j'avais trouvées très marquantes quand je l'avais lu, où elle devient journalière, et où elle devient un appendice de la machine, complètement, donc des machines qui vont battre le blé, faire quoi de ça, et donc tac, enfin, et où c'est très très éprouvant physiquement, donc il y a quand même des moments comme ça, hein. Voilà. Et elle fuit Alec sur une bonne partie du roman. D'accord. Voilà. Et donc, toi, ta théorie, c'est qu'il y aurait un truc commun entre Tess, la sculptoresse, et Tess.
Alors bon, ça a donné... Polanski a choisi le roman de Thomas Hardy pour faire un film qui est plutôt une adaptation très franche, notamment qui montre très franchement le viol. Enfin, il y a... Bon, en tout cas, je l'ai vu. Peut-être que je vois des viols partout. Et ça me paraît très intéressant que Polanski fasse ce genre de choix. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une modernité qui passe par le métal des machines, qui aliène le personnage de Tess, et dont Tess en même temps parvient plus ou moins à se libérer dans le roman. Ou en tout cas, qui a cette lutte avec le fer. Donc tu vois, il y a quand même ça. T'es contente de toi, hein? Je sais pas ce que tu en penses. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant, ton point de vue n'est pas inintéressant. Je te remercie. Non, mais car il y a un mais. Mais il y a un mais. C'est pire. Mais il y a toujours un mais. Non, enfin, je sais pas si... Tu devrais le chanter. Mais il y a un mais. Vraiment. Je t'écoute. Enfin, là, quand même, la machine, le métal, dans ce que tu dis, est l'aliénation. C'est la condition ouvrière anglaise et tout ça. Oui, c'est différent. Mais le métal, enfin, en tant qu'art, est quand même un moyen de sortir de la société moderne, postmoderne ou tout ce que tu veux, new-yorkaise, je crois, donc de ces années-là. Donc il y a l'art est destructeur et tout ce qu'on veut, mais au départ ça repose quand même sur un petit truc émancipateur. C'est hyper différent, mais c'est les prénoms, quoi, tu vois. Parce que Tess est un roman qui est vraiment connu dans le monde anglophone. C'est pour ça. Probablement dans le francophone aussi, mais... Moi j'ai lu à la grecque, hein, tu sais, j'ai pas eu le choix. Mais voilà, après... Ouais. Non, mais moi j'ouvre ça en possibilité, je dis pas c'est ça, j'en sais rien. En tout cas, entre le film et le roman, c'est une source possible. Après, ça fait quand même... Voilà. Et on peut en tirer ça, mais sans aller... c'est clairement pas une adaptation de Tess d'Iberville. Parce que... Enfin, là, pour le... Et au contraire, puisque Tess a trop de famille, puisqu'elle a des cousins qui sont pas les siens, à partir du moment où elle apprend qu'en fait elle est noble et que ça lui sert à rien... elle a que des emmerdes, elle a trop de famille, alors que là les personnages de Camp sous trajet n'ont aucune famille et ils essaient d'en constituer sans y arriver. Et l'autrice, merci. Ah là par contre c'est sûr. Oui, merci. Mais le dit bien, le stipule bien, puisque la sculpteuse. Puisque à la mort de Paul, il n'y a aucun membre de sa famille qui veut récupérer le cadavre. Enfin, on sait pas où est sa famille. Enfin, ce sont vraiment des personnages complètement isolés, sans famille, sans aucune attache. Enfin, c'est sans passé et sans avenir non plus, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment des espèces de singularités noyées. Oh, pour le coup, ce serait assez différent. Mais c'est quoi ce prénom Crane là Crane Crane Ouais. Je sais pas, peut-être juste une espèce de mégalomane, grosse tête. Ils sont curieux quand même les prénoms dans ce monde. Bibi, Bibi ça fait un peu enfantin, et on pourrait dire que c'est une espèce de gamine capricieuse aussi, assez destructrice, mais capricieuse quand même, donc il y a un côté très enfantin. Et coquet, Bibi c'est un petit chapeau. C'est vrai. Sauf que là, coquet, oui, ça rentrait des bouts de métal. Non, mais en allant vachement plus loin. Oui. Non, mais après, c'est elle qu'elle met en scène. C'est narcissique. Oui. Quand même aussi. Alors là, ça m'a... Oh là là, Bibi, elle va encore faire un spectacle. Vraiment, il y avait des moments... Oh là là. Puis elle peut sur les photos, hein. Mais ouais. Ça, tu vois, c'était... Ah, j'ai moins aimé la deuxième partie. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce moment d'intrigue collective et ces questions de qu'est-ce qu'on représente, comment. Après, bon, ça montait, ça finissait, bien ou mal, ça dépend des points de vue. Pas très bien a priori quand même.
Mais ça permettait une résolution. C'était pas facile de finir un roman comme ça. Et avec une fin qui ait du sens, et ça, c'est quand même assez réussi. Je trouve qu'il y a vraiment des moments qui sont... je vais dire des parenthèses, c'est pas adapté, mais qui se détachent, vraiment. Et puis... mais pas de moments qui vont être faibles, en sens où on se dit c'est un peu long, parce que il y a plus une écriture des impressions, des sensations que vraiment de description, à proprement parler. Donc il y a toujours de l'action, ça avance, et puis avec cette fuite ou quête l'une de l'autre, etc., et d'autres choses. Il y a toujours un moteur, mais ce moteur il bouge, par contre. Donc ça peut donner une impression parfois erratique, mais avec l'effet de crescendo, de protase, dans l'intrigue. La troisième partie, parce que bon, donc la première partie c'est la troupe de théâtre, la deuxième partie c'est comment dire, c'est la tension, des tensions, enfin entre les deux, et la troisième partie c'est la descente aux enfers de Bibi finalement. Et oui, quand mais même, vu du point de vue de Tess, oui. ça c'est intéressant. Mais c'est très décrescendo justement, enfin là pour le coup... Non, quand je vais dire crescendo, ça veut dire que la tension, ça va de plus en plus loin et la tension est de plus en plus forte. Je voulais vraiment parler de question de rythme. D'accord. Pas de ça va pas. De positif ou négatif, au-delà du bien et du mal. Toi aussi t'es Nietzsche? On s'arrête là. On s'arrête là. J'espère que ça vous aura intéressé. Mais moi aussi. À bientôt. À très bientôt.